Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on poursuit notre remontée dans le temps pour parler de l'histoire des Chicago Bulls. On se retrouve désormais à l'été 2012, un été qui va être extrêmement compliqué à gérer pour la franchise puisqu'il y a donc la blessure de Derrick Rose dès le premier match des playoffs contre Philadelphie et cette opération du genou. Donc on ne sait pas trop à quel moment il va revenir dans la saison, etc. Donc il y a un petit peu de doute à ce niveau-là. Euh, Joakim Noah s'est également blessé pendant cette série de playoffs contre Philadelphie et donc se fait soigner sa cheville. Et puis il y a le dossier Luol Deng qui lui s'est fait une rupture des ligaments au pouce en janvier, mais a continué de jouer tout le reste de la saison malgré la douleur et refusant systématiquement l'opération parce qu'il veut absolument participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et ça crée des tensions au niveau de la franchise puisque bah, les dirigeants des Bulls, eux, veulent que Luol Deng soit présent pour la prochaine saison et à fond, encore plus avec l'absence de Derrick Rose pour une durée indéterminée. Mais Deng veut rien entendre, lui il veut absolument jouer les JO de Londres parce que bah voilà, pour lui ça a une signification extrêmement importante puisque quand il était au Soudan, son pays natal, il a été ensuite envoyé en Égypte et depuis l'Égypte il a pu aller en Angleterre où il a obtenu l'asile politique avec toute sa famille, donc il a la citoyenneté anglaise. Et donc il a vécu à Londres plusieurs années avant d'arriver aux États-Unis où il a fait Duke à l'université, puis ensuite les Bulls. Et donc il se sent redevable envers l'Angleterre. Et comme du coup c'est Londres qui organise les Jeux Olympiques, l'équipe de basket anglaise est automatiquement qualifiée. Et donc il a envie de participer et rien ne lui fera louper l'événement. Donc c'est pour ça qu'il a refusé l'opération. Il continue de la repousser. Et donc, bah, les dirigeants, Foreman, Paxson, sont furax parce qu'ils disent si tu vas là-bas et que tu te fais opérer derrière et que tu loupes une partie de la saison, on a déjà Derrick Rose qui est sur le flanc, comment on fait quoi? Mais le Holding, il dit je veux rien savoir, je veux au JO, point barre. Donc, il dit je comprends que les Bulls soient frustrés. Moi aussi, si j'étais dirigeant, je voudrais pas qu'un joueur important parte comme ça alors qu'il est déjà blessé. Il risque d'augmenter encore plus cette blessure. Mais voilà, moi, il est hors de question que je loupe les JO à Londres. Et donc, du coup, après tout ça, il y a des rumeurs comme quoi le Holding pourrait être tradé. Il y a des rumeurs qu'il envoie à Golden State, par exemple. Et il dit, oui, je serais pas étonné d'être tradé parce que voilà, ils sont furax et je peux le comprendre. Je sais que c'est un business, etc. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je vais à Londres. Donc voilà, ambiance. Et ensuite, donc au niveau de la draft, les Bulls prennent un meneur. On a vu que Derrick Rose va être absent une partie, voire toute la saison. On ne sait pas encore à ce moment-là. Et leur choix se nomme Marquis Stig. Ouais, ça fait rire maintenant. Mais bon, bref, c'était pas fameux. Euh, et au niveau des autres mouvements pendant l'intersaison, il y a cette offre assez folle des Houston Rockets pour Omer Ashik. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Bulls, tout au long de l'été, entre la fin de saison et le début de la free agency, ils n'ont pas arrêté de répéter que voilà, on voulait absolument conserver Omer Ashik, joueur important, super rim protecteur, on veut le garder, il est important pour notre défense, blablabla. Houston arrive, propose 25 millions sur 3 ans pour le Turc. Et les Bulls font ouais, c'est peut-être un peu cher, donc ils s'alignent pas sur cette offre-là. Ils avaient la possibilité de le faire, mais au final, ils ne le font pas. Et ce qui se passe en fait, c'est que le contrat qu'a proposé Houston à Omer Ashik, c'est 5 millions la première année, 5 millions la deuxième et 15 millions la troisième. Donc tu pouvais quand même garder Ashik au moins les 2 premières années, mais enfin bon, les Bulls ont décidé de, de faire autrement et de laisser partir leur pivot turc auquel ils tenaient tant apparemment. Euh, D'autres départs un peu dans le même style, il y avait CJ Watson, Ronnie Brewer et Kyle Korver qui étaient tous en fin de contrat. Donc les deux premiers ont été laissés libres et Kyle Korver a été signé, re-signé et tradé dans la foulée à Atlanta contre du cash. Donc, ouais, histoire de faire des économies. Mais les remplaçants, ceux qui arrivent pour les remplacer, sont pas mal du tout parce qu'on a quand même, à part Radmanovic, quoi, mais il y a quand même Marco Bellinelli qui a fait 2 belles saisons à New Orleans qui lui en plus arrive en disant ouais Kyle Korver c'est un bon shooter mais c'est tout, moi je suis capable de faire bien plus de trucs que Kyle Korver, donc déjà ambiance. Euh, Nasri Mohamed, natif de Chicago, champion NBA avec les Spurs, donc il y a quand même une bonne expérience et qui vient donc pour remplacer Omer Hashi qui est le pivot remplaçant de Joakim Noah. Et surtout, il y a une raison à ce t-shirt, hein, le retour de Kirk Henrik, et oui, Captain Kirk, qu'on avait dégagé comme une merde 2 ans avant et qui revient ce coup-ci. Et en plus,
il est quand même top, hein, parce qu'il nous a fait une belle ristourne. Il a fait des gros efforts financiers pour pouvoir signer avec les Bulls qui avaient un budget assez ric-rac et il faut absolument pas dépasser le salary cap à Chicago. Donc du coup, les Bulls pouvaient pas lui proposer énormément. En tout cas, d'autres franchises lui ont proposé plus, mais lui voulait revenir à Chicago et donc il signe pour 2 ans et 6 millions. Donc beau geste de sa part quand même. Euh, Pendant ce temps-là, à Las Vegas, pendant la Summer League, Jimmy Butler, lui, s'éclate, hein. Il a passé une saison rookie où bah, il a pas beaucoup vu le parquet, donc là il en profite et il montre qu'il a quand même bien progressé, qu'il a bien appris, notamment en défense. Et il fait de super matchs pendant la Summer League, bien au contraire de Marquis Stig, qui lui se troue totalement. Sur les 5 matchs qu'il dispute à Las Vegas, il, il fait 20 sur 70 au shoot, donc ce qui est absolument mais cataclysmique. 15 passes décisives en tout sur 5 matchs et 19 balles perdues, donc c'est assez inquiétant. On a beau dire, voilà, ouais, la Summer League, c'est pas grand chose. Voilà, si les mecs cartonnent là-bas, ça prouve pas grand chose. Par contre, s'ils sont très mauvais là-bas, c'est qu'il y a il y a quand même de quoi s'inquiéter. Au point que les Bulls finissent par signer Nate Robinson pour se couvrir au poste de meneur au cas où, quoi. Donc, au final, les Bulls sont passés de Derrick Rose, CJ Watson la saison d'avant à Kirk Henry, Nate Robinson et Marquis Stig. Sachant que Marquis Stig, ils l'ont drafté, les deux autres sont venus après, quoi. Donc, et voilà, Nate Robinson, que Tibbs connaît très très bien, puisque c'est un joueur qu'il avait eu à Boston quand lui était assistant coach là-bas, et Nate Robinson a joué là-bas. Donc ils se connaissent très bien. Et parlant de Tibbs, pendant tout ce temps-là, Tibbs, lui, il a sa prolongation de contrat sur son bureau, mais il la signe pas. Il laisse passer le temps, il laisse traîner l'affaire. Tu vois, les Bulls lui ont imprimé son contrat avec le montant et tout, mais voilà, c'est sur son bureau. Il est devant tous les jours, mais il s'en fout, il la signe pas, il laisse passer. Et pendant ce temps-là, donc tu as toutes les rumeurs qui continuent de dire que voilà, entre lui et la direction, bah c'est un peu la guerre, ils s'entendent pas, etc. Lui en plus, Liu Holdeng c'est son chouchou, alors quand Liu Holdeng et la direction ça part un peu en vrille, lui il protège un peu son joueur et donc ça continue de créer des tensions un peu partout. Il finit par signer son contrat le jour du Media Day, donc ils annoncent ça le jour du Media Day, tout début octobre, juste avant la reprise des entraînements. Il signe une prolongation de contrat pour 20 millions sur 4 ans. Et autre prolongation de contrat qui n'est toujours pas signée à ce moment-là, celle de Taj Gibson. Lui aussi, il fait un petit peu traîner, il attend, il voit comment ça se passe. Et au final, les Bulls débutent la saison face à Sacramento United Center avec Liu Holdeng qui a fait les Jeux Olympiques et qui finalement arrive à passer outre la blessure. Ça a pas guéri tout seul entre-temps, mais ça va beaucoup mieux et au final, il n'y a pas besoin d'opération, donc il est là et il peut jouer. Alors même s'il fait un 3 sur 13 au shoot sur ce premier match, il faut qu'il se règle encore un petit peu au niveau du shoot. Mais les Bulls quand même s'imposent face à Sacramento 93-87 sur ce match-là avec un Joakim Noah monstrueux qui signe 23 points, qui fait 11 sur 12 au lancer franc, ce qui est quand même assez rare pour lui. 10 rebonds, 3 contre, 5 interceptions. Et juste après ce match, le buzzer final, Taj Gibson, il passe même pas par le vestiaire, il file direct au bureau de Gar Forman et il signe son extension de contrat à ce moment-là. Sachant qu'à minuit après le match là, c'était la deadline, donc il a signé son contrat, il était encore en tenue, transpirant et tout. Et il a signé sa prolongation de contrat pour 39 millions sur 4 ans, ce qui est plutôt un bien bon contrat pour un remplaçant. Mais voilà. Après cette victoire inaugurale, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Les Bulls ont un peu de mal à enchaîner. C'est vrai qu'avec l'absence de Derrick Rose, Liu Holdeng qui reste malgré tout un peu diminué, et puis pas mal de nouveaux joueurs, notamment sur le banc. Voilà, il y a des automatismes à créer, etc. Donc c'est vrai que le début de saison est un petit peu compliqué. Il y a notamment un match contre Milwaukee que les Bulls arrivent à perdre alors qu'ils avaient une avance de 26 points quand même pendant le match. Donc ça, c'est assez violent. Euh, du coup, à la fin novembre, le bilan est de 7 victoires, 7 défaites. Donc les Bulls stagnent un peu, ont du mal un petit peu à décoller, malgré les bons matchs de Rip Hamilton, qui était pas mal blessé sa première année aux Bulls. Et puis là, sur ce début de saison, apporte un scoring intéressant, de bons shoots, sans forcer grand-chose, mais voilà, avec une bonne adresse, de près comme de loin. Le problème, c'est que début décembre, il se blesse à Philadelphie. Donc à croire qu'à ce moment-là, dès que tu joues Philadelphie, tu perds un joueur côté Chicago. Mais voilà, il se blesse à la voûte plantaire, il va louper plusieurs semaines comme ça.
Il va être remplacé dans le 5 de départ par Marco Bellinelli. Et lui qui jusqu'ici avait un peu de mal à se mettre dans le rythme, va commencer à vraiment enchaîner, signer de bonnes prestations, rentrer de gros shoots, etc. Et les Bulls vont signer quelques bonnes victoires par-ci par-là. Ils vont en gagner 7 sur une série de 9 matchs avant de perdre de 23 points à domicile le soir de Noël contre Houston, donc ça fait quand même un peu tâche. Et aussi de perdre contre les Bobcats le soir du réveillon, donc pour le passage à la nouvelle année, c'est quand même pas fameux. Malgré tout, l'année 2013 débute mieux, puisqu'il y a un road trip en Floride de 2 matchs avec un Carlos Boozer qui est extrêmement motivé sur ce road trip parce qu'en fait sa famille vit en Floride. Il est séparé de sa femme, les gosses vivent avec sa femme, etc. en Floride. Donc le fait pour lui d'aller là-bas, voilà, il a ses gosses qui sont dans les tribunes et tout, il est à fond. Il signe 2 gros doubles-doubles et les Bulls s'imposent à Orlando et à Miami avant de revenir à Chicago et de battre Cleveland de 26 points, donc 3 victoires pour débuter janvier. Mais encore une fois, c'est assez inconstant, il y a beaucoup de... Voilà, défensivement, c'est un petit peu compliqué parfois. Et il y a notamment 2 défaites de suite à la maison qui vont faire péter un câble à Tibbs. Euh, les Bulls vont perdre contre Milwaukee et Phoenix à la suite. Et le lendemain du match contre Phoenix, les Bulls reçoivent Atlanta en back-to-back. Et donc il y a l'entraînement le matin avant le match, ce qu'ils appellent le shoot-around, donc où tu arrives à la salle pour faire un peu des shoots. Et donc les joueurs sont là, ils commencent à prendre des shoots, ils s'échauffent. Et Tibbs, il arrive et il est furax de fou. Il regarde tout le monde dans les yeux, il a envie de les étrangler, il les insulte de tous les noms. Joachim Noah disait après coup que voilà, c'était quoi, 9 h du matin, et il disait il est arrivé, il balançait des fuck à tout le monde, il nous a dézingués, et tout ce qu'on pouvait faire, c'est baisser la tête et laisser passer l'orage, parce qu'on en a vraiment pris plein la gueule ce matin-là, quoi. Et à 9 h du matin, ça fait jamais plaisir. Tash Gibson dit pareil, on s'est fait défoncer, il nous a mais pulvérisé pendant 1 h 30, il a pas arrêté de nous hurler dessus. Résultat final, le soir même, les Bulls affrontent donc Atlanta. Et Chicago s'impose de 39 points en limitant Atlanta à seulement 58 points sur l'ensemble du match, dont 20 points seulement en première mi-temps et 5 points seulement dans le deuxième quart-temps. Comme quoi, des fois, quand il faut pousser un coup de gueule, tu vois, des fois ça marche. Et ça marche même plutôt bien, puisque les Bulls vont pas mal enchaîner après cette victoire face à Atlanta. Le match suivant à Toronto, Luol Deng rentre un lay-up assez improbable au buzzer pour s'imposer en prolongation sur le parquet des Raptors. Quelques jours plus tard, c'est sur le parquet de Boston, et encore une fois en prolongation, et cette fois c'est Bellinelli qui rentre un fadeaway en déséquilibre absolument improbable dans les ultimes secondes de ce match-là pour s'imposer à Boston. Et c'est encore Bellinelli qui, quelques jours plus tard, va rentrer un lay-up pour s'imposer face à Détroit avec Joachim Noah qui sauve la balle en se jetant dans les photographes pour ramener la balle sur le parquet. Bellinelli est le premier à réagir, il chope la balle, il met un lay-up in extremis. Et les Bulls s'imposent là aussi face à Détroit à ce moment-là. Et voilà, les Bulls à ce moment-là sont beaucoup plus énergiques, beaucoup plus concentrés en défense. Donc il y a ce coup de gueule de Tibbs qui a marché. Et puis voilà, ça fait quand même 2 mois maintenant que les gars jouent ensemble, 2 mois et demi. Il y a des automatismes qui arrivent à se mettre en place, etc. Il y a 2 victoires avec 16 points d'écart face à Golden State et Miami quand même. Euh, et au final, les Bulls, fin janvier, présentent un bilan de 28-17, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant en termes de classement que ce que le début de saison laissait espérer. Donc finalement, même si Derrick Rose n'est pas là, ça commence quand même à monter en puissance avec des Jimmy Butler qui est devenu un membre régulier de la rotation, Nate Robinson qui monte en puissance aussi, mais on aura le temps d'y revenir. Le problème, c'est que va y avoir une petite série de blessures juste après le All-Star Game où Joachim Noah et Luol Deng étaient sélectionnés au All-Star Game. Donc première sélection pour Joachim Noah, deuxième pour Luol Deng, ce qui est quand même pas mal du tout pour cette équipe. Mais voilà, après que les deux soient au All-Star Game, il y a quand même beaucoup de blessures. 4-5 matchs par-ci, 4-5 matchs par-là, une semaine, 2 semaines par-ci. Pour un petit peu tout le monde, Noah justement va louper quelques matchs. Carlos Boozer, Kirk Henrik, Rip Hamilton. Enfin bref, chacun leur tour un petit peu. Ça va être, les Bulls vont devoir constamment faire avec des absences sur une grande partie du restant de la saison régulière. Et ça donne des matchs un petit peu compliqués. Il y a une défaite de 32 points sur le parquet de Denver.
Il y a une défaite de 14 points contre les Spurs. Il y a des matchs où les Bulls n'arrivent même pas à atteindre 75 points, quoi. Ils en mettent 69 contre Boston, 65 contre Golden State, je crois. Contre Miami, ils en mettent 67. Contre Charlotte, 75. Enfin bref, c'est très compliqué à cette période-là. Et heureusement que Joakim Noah signe un match absolument monstrueux face à Philadelphie pour terminer le mois de février en beauté quand même, avec un triple-double exceptionnel de sa part, puisqu'il sort 23 points, 21 rebonds et 11 contres, ce qui est la deuxième meilleure marque au contre de l'histoire des Bulls après Artis Gilmore. Euh, donc un triple-double fabuleux pour s'imposer face à Philadelphie, mais qui ne suffit pas à ce moment-là à éteindre les grosses polémiques, parce que la veille de ce match-là, Reggie Rose, le frère de Derrick Rose et qui est également son agent, euh, euh, dit dans la presse que voilà, vu que les Bulls n'ont pas une équipe à ce moment-là qui est capable de lutter pour le titre, ça sert à rien que Derrick Rose se presse pour revenir, il va prendre son temps, il y a pas le feu quoi, parce que pour l'instant les Bulls ne sont pas en mesure de viser le titre. Et donc ça va évidemment mettre le feu aux poudres et toute la presse va en faire sa une. Et ça commence à créer des tensions aussi entre Derrick Rose et son entourage par extension avec les dirigeants, mais aussi avec Derrick Rose et les fans, parce que Derrick Rose, début mars, il reçoit le feu vert des médecins qui lui disent c'est bon, ton genou est rétabli, tu peux reprendre la compétition, mais lui ne revient pas, tu vois, il le sent pas, et soit il dit rien, pendant de longues semaines. Et puis quand il parle, il dit pas grand chose. Il dit oui, je pourrais revenir demain, comme je pourrais revenir dans 2 semaines, comme je peux ne pas revenir cette saison. J'en sais rien, ça dépend de comment je me sens, etc. Mon genou va bien, mais voilà. T'as l'impression que c'est plus psychologiquement qu'il a peur de la rechute ou quelque chose. Enfin bref, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est extrêmement tendu à Chicago. Beaucoup de, beaucoup de tensions entre voilà Derrick Rose les fans, Derrick Rose le front office, enfin bref c'est très 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 tendu à ce moment-là. Sur le parquet bah c'est un petit peu compliqué aussi parce que les Bulls euh, dans leur idée les joueurs et Tibbs se disent bon on va faire le maximum en attendant que Derrick Rose revienne nous aider et à ce moment-là on fait un gros run. Mais plus les jours passent et plus ils commencent à se dire bah Derrick Rose va peut-être pas revenir et du coup bah peut-être qu'inconsciemment ils se disent bon bah s'il revient pas voilà qu'est-ce qu'on fout là à quoi ça sert et voilà ils se relâchent peut-être un petit peu parce qu'il faut savoir que début mars les Bulls affichent le meilleur bilan de la ligue à l'extérieur, c'est la meilleure équipe on the road, mais après et au fur et à mesure du mois de mars ils vont lâcher pas mal de matchs à l'extérieur et accumuler quelques défaites et et à ce moment-là, tu sens que l'équipe moralement est un petit peu touchée par toutes ces histoires un petit peu extra sportives. Et il va falloir la montée en puissance de Nate Robinson pour relancer un petit peu tout ça. Parce que Nate Robinson, il va absolument cartonner sur la fin de saison. Il sortait déjà des bonnes prestations en sortie de banc avant ça, mais là, il va vraiment de plus en plus voilà, avoir des responsabilités offensives et vraiment cartonner un petit peu tout le monde. C'est des matchs de 19 points contre les Lakers, contre les Kings, 20 points à Golden State, 34 points, 7 rebonds, 7 passes pardon, contre Denver, 22 points, 10 passes face à Minnesota avant la venue le 27 mars de Miami. Et ça, c'est un match extrêmement important parce que Miami, à ce moment-là, arrive à Chicago avec une série de 27 victoires consécutives, ce qui est tout simplement la deuxième plus grosse série de victoires de l'histoire de la Ligue, derrière les 33 victoires des Lakers dans les années 70. Là de tête, je dirais 71, mais je ne sais plus exactement, mais il me semble, hein. Bref, ils avaient signé 33 victoires consécutives. Là, le Heat en a 27 et donc vise le record. Et ils arrivent à Chicago, donc Chicago a quelques blessés, mais voilà, il y a cette rivalité entre les deux équipes et ce match-là va être absolument fou avec Chicago qui démarre extrêmement fort, Nate Robinson qui est là, Bellinelli qui rentre de gros shoots, Joakim Noah en défense qui est monstrueux, Luol Deng également. Deng, Butler, Noah se relaient en défense sur LeBron James. T'as des fois des 1 contre 1 entre James et Joakim Noah. Et dès que Noah arrive à stopper James sur un shoot ou lui faire prendre un mauvais shoot, il se retourne et ça se branche entre les deux. Enfin bref, à chaque fois, hein, la rivalité James-Noah, ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Euh, et puis voilà, au fil du match, voilà, Chicago monte en puissance. Il y a un énorme alley-oop de Jimmy Butler qui claque un dunk de barbare sur la tronche à Chris Bosh. Euh,
Enfin bref, voilà, les Bulls à l'énergie, à l'intensité, avec un Luol Deng monstrueux qui signe 28 points, avec Nate Robinson, battent Miami de peu, 101-97 si je me souviens bien. Mais voilà, s'impose de peu, mais mettent fin à la série de Miami, et c'est une des plus grosses victoires des Bulls de la saison régulière. Il y en aura une autre début avril face aux Knicks, dans des circonstances un peu différentes, parce que les Knicks arrivent quand même sur une belle série de victoires, malgré tout à ce moment-là au United Center. Ils sont en bonne forme avec un Carmelo Anthony étincelant, et les Knicks qui, pour une fois, visent les playoffs quand même, donc c'est ce qui est quand même assez rare à ce moment-là dans l'histoire de la franchise. Euh, et les Bulls donc jouent ce match contre les Knicks sans Joakim Noah, sans Taj Gibson, sans Derrick Rose donc, euh, et sans Nasri Mohamed. Donc c'est Carlos Boozer qui débute ce match-là en poste de pivot. Et bah, vu l'absence d'intérieur dans ce match-là, Tibbs est obligé d'aligner à plusieurs reprises des 5 ultra small ball. Il y a eu plusieurs fois des périodes de 2-3 minutes où sur le parquet, tu avais en même temps Jimmy Butler, Bellinelli, Rip Hamilton, Kirk Henrik et Nate Robinson. Donc tu vois le truc, le super small ball, quoi. C'est Jimmy Butler le plus grand des 5 quand même, hein. Euh, et voilà, malgré un énorme carton de Carmelo Anthony et des Knicks qui sont largement devant à la pause, voilà, Chicago revient petit à petit, provoque des lancers. Nate Robinson fait 10 sur 10 au lancer franc et va prendre feu au fur et à mesure du match. Il va finir avec 35 points, emmener les Bulls en prolongation et gagner ce match en prolongation. Donc les Bulls s'imposent dans un nouveau match extrêmement passionnant et spectaculaire au United Center. C'était mon tout premier match au United Center, donc ça reste un super souvenir en plus de ça. Mais c'est vrai que ce match-là était vraiment un des gros moments de la saison régulière, pas juste parce que j'y étais, mais c'était vraiment un gros match. On va dire que ça gâche pas l'affaire, quoi. Malgré tout, autour de ça, il y a quelques défaites contre Toronto, par exemple, qui minent un peu les ambitions au classement de Chicago, qui termine par 2 victoires et un bilan final qui est quand même pas vilain de 45 victoires et 37 défaites, en étant la seule équipe de la NBA cette saison-là qui n'a jamais gagné plus de 4 matchs de suite, mais n'en a jamais perdu plus de 4 matchs de suite aussi. Donc c'est un petit peu paradoxal. Mais les Bulls terminent à la 5e place de la conférence Est à ce moment-là et affrontent en playoff les Nets de Brooklyn qui ont déménagé à Brooklyn l'année d'avant. C'était les New Jersey Nets qui ont déménagé à Brooklyn avec leur nouvelle salle, la Barclays Arena ou le Barclays Center. Le Barclays Center. Et donc c'est les premiers playoffs dans cette nouvelle salle, dans cette nouvelle ville. Donc ils veulent se montrer sous leur meilleur visage avec beaucoup d'énergie et extrêmement de motivation. Et ça va être assez flagrant sur le match 1. Ils vont largement être au-dessus des Bulls en termes de détermination, de combativité, d'énergie. C'est vrai que les Bulls ont laissé pas mal de plumes sur les derniers matchs pour essayer de monter au classement le plus possible. Avec toujours voilà, en jonglant avec les blessures à droite à gauche. Donc c'était pas évident. Mais voilà. Euh, J'allais dire New Jersey. Brooklyn, ouais, maintenant faut s'y faire. Brooklyn s'impose assez aisément dans ce match 1 de 17 points, donc ce qui est quand même pas anodin. Et Thibodeau dira après le match, bah, on a été lamentable de A à Z sur ce match, et si on réagit pas très rapidement, ça va pas faire long feu cette série. Donc les Bulls vont quand même réagir au match 2 avec notamment un Joakim Noah très inspiré en leader qui va emmener cette équipe à l'énergie, à la combativité, qui va proposer un énorme duel au rebond avec Lopez et les autres intérieurs des Nets. Il va y avoir voilà, beaucoup d'énergie sur toutes les possessions. Chicago va vraiment hausser son niveau de jeu et son intensité pour essayer de faire arme égale. Euh, et avec un Joakim Noah extrêmement clutch, parce que dans le quatrième quart-temps, uniquement dans le quatrième quart-temps, il prend quand même 4 rebonds offensifs, il signe 9 points, et il aide les Bulls à s'imposer 90-82 pour égaliser dans la série et revenir à Chicago avec un peu plus de confiance et de détermination. Et dans ce match 3, donc à Chicago, ça va être. Tu vois, on a l'habitude de dire que le basket, c'est un jeu de run. Tu vois, une équipe signe un run, l'autre équipe répond qu'un autre run. Et là, dans ce match-là, ça va vraiment être ça. Parce que Brooklyn démarre le match avec un run 13-2 avant de louper 14 tirs consécutifs. Et les Bulls vont signer un run 14-0 pour revenir dans ce match-là. Et après, un petit peu tout le long du match, ça va être comme ça.
très équilibré avec les deux équipes qui sont vraiment assez proches l'une de l'autre, mais dès qu'il y en a une qui s'échappe un petit peu, l'autre équipe revient, après c'est l'autre qui s'échappe, après l'autre qui revient. Joe Johnson rentre de gros shoots un peu tout le temps, Deron Williams également. En face, ça répond avec le holding, avec Nate Robinson, Bellinelli qui rentre toujours des 3 points démarqués parce que les défenses sont focalisées sur d'autres joueurs, donc Bellinelli a souvent des shoots assez ouverts. Et donc ça donne un match euh, extrêmement serré qui va se jouer sur les derniers instants pratiquement avec Joachim Noah qui va réussir 2 paniers sous le cercle et un énorme N1 pour mettre les siens à +3 avant un shoot à 3 points de CJ Watson qui est désormais à Brooklyn, qui est parti des Bulls l'été d'avant pour être désormais joué face aux Bulls avec les Nets, qui a l'occasion d'égaliser avec un 3 points dans le corner, mais il rate son shoot dans les derniers instants et ça permet aux Bulls de s'imposer dans ce match-là de 3 points seulement. Mais victoire quand même, hein, 79-76 pour mener 2-1 dans la série avant un match 4 absolument invraisemblable. Mais alors totalement fou, qui a rappelé la série contre Boston en 2009 avec ce match 6 totalement surréel. Euh, donc dans ce match 4, c'est un petit peu la même chose avec Brooklyn qui passe devant, Chicago qui revient, Brooklyn qui revient, mais cette fois-ci prend quand même une belle avance avec encore une fois Joe Johnson qui rentre des shoots un petit peu dans toutes les positions possibles. Euh, Brook Lopez qui fait le taf à l'intérieur en défense. Et c'est vrai que Brooklyn à ce moment-là, sur ce match-là, est beaucoup plus énergique et on sent qu'ils vont revenir à 2-2 parce que ils prennent une bonne avance et ils arrivent à la gérer, ils empêchent Chicago de revenir. Mais il va y avoir un tournant dans ce match qui va être incroyable au niveau du momentum. Tout va changer sur une action parce qu'il reste moins de 3 minutes au chrono quand CJ Watson intercepte et part tout seul en contre-attaque, tranquille au dunk. Un peu trop tranquille probablement parce qu'il va louper son dunk alors qu'il est tout seul. Il n'y a absolument personne. Il y a juste Nate Robinson qui revient en trottinant, mais il est encore bien loin derrière. Et il loupe son dunk. Et là, d'un coup, tu vois, le momentum, il switch complètement, comme si les Nets, du coup, ça les démoralisait et les Bulls, ça les booste, au point que, donc, à ce moment-là, il y a -14 hein, en faveur de Brooklyn. Enfin, Brooklyn a 14 points d'avance. Et d'un coup, Nate Robinson va prendre feu complet. Il va inscrire 12 points consécutifs avec des 3 points, 3 lancers francs provoqués sur un shoot en déséquilibre, des lay-ups, des shoots, mais totalement improbables où il est sur une jambe, il est à moitié tourné, enfin bref, il est en déséquilibre complet, il provoque des fautes, etc. Il signe 12 points consécutifs avant de provoquer une violation des 5 secondes de la part des Nets sur une remise en jeu où il défend celui qui doit remettre la balle en jeu. Et donc il le gêne tellement qu'il récupère la balle derrière. Et sur cette possession, il pénètre et trouve Carlos Boozer qui égalise avec un reverse assez improbable là aussi. Mais enfin bref, 14-0 de la part de Chicago qui égalise dans ce match-là. Et derrière, Deron Williams va louper le shoot au buzzer qui aurait offert la victoire aux siens. Et du coup, on part en prolongation. Une prolongation, déjà là, à ce moment-là, le United Center est en feu complet. Hein, parce que 3 minutes avant, ça sentait le 2-2 et fin du match, et on repartait à Brooklyn. Et là tu sens que les Bulls ont récupéré tout le momentum avec la salle qui donne de la voix, etc. Et il n'y a pas beaucoup mieux que le United Center en playoff quand l'équipe signe de gros runs. Quoi. Pour mettre le feu, c'est quand même quelque chose. Et donc dans cette première prolongation, spoiler parce qu'il y en aura plus, dans cette première prolongation, ça va être un duel Joe Johnson-Nate Robinson. Les deux, ils s'échangent des paniers dans tous les sens. Nate Robinson met les Bulls devant avec 2 secondes au chrono, et là encore sur un shoot, mais totalement improbable, qui rentre avec la planche en déséquilibre complet. Et là, tu te dis, putain, ça va être c'est bon, c'est gagné. Mais non, Joe Johnson, sur la remise en jeu, égalise sur le buzzer, tête de raquette. Et on voit les équipes dans une deuxième prolongation où cette fois-ci Nate Robinson va sortir pour 6 fautes. Euh, et derrière, ça va être bon, forcément un petit peu plus compliqué pour les Bulls, même si ils arrivent à résister aux assauts de Brooklyn.
Et Noah a même la balle de match, mais se fait contrer par Brook Lopez. Et du coup, ça va en deuxième prolongation. Et là, c'est le festival des sorties pour 6 fautes. Parce qu'il y a Joakim Noah, il y a Taj Gibson, il y a Gerald Wallace et il y a Reggie Evans pour Brooklyn qui sortent tous pour 6 fautes. Donc là, là tu mets les joueurs du bout du banc dans la troisième prolongation. Mais ça fonctionne pour les Bulls, puisque Nasri Mohamed va être extrêmement solide dans cette fin de match. Il va mettre, déjà par sa défense, il va être extrêmement solide, et puis il va mettre des paniers importants, notamment euh, après un lancer franc loupé de Carlos Boozer, où il prend le rebond offensif et marque avec la faute, et donc rentre encore un lancer franc. Et c'est ce panier-là qui va aider à faire la différence, et les Bulls vont s'imposer dans ce match 142-134 en 3 prolongations pour mener 3-1 dans la série, alors qu'à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, ils étaient à 14 points de retard. Donc comme quoi, des fois, si CJ Watson avait mis ce dunk, ça se trouve, ça aurait été plié derrière. Et comme quoi, des fois, sur une action, tout peut changer, tout peut aller très vite en NBA, quoi. Et donc les Bulls repartent à Brooklyn pour le match 5. Le problème, c'est que jouer 3 prolongations, ça laisse forcément des traces dans les organismes. Et notamment Kirk Henrik, qui a joué quand même 60 minutes sur le match 4. 60 minutes. Et donc lui il les a sentis passer, hein, au niveau des ischio-jambiers, il a morflé, donc il est absent pour ce match-là et pour la suite aussi. Du coup, Deron Williams, qui a beaucoup souffert face à la défense de Kirk Henrik sur le début de la série, là en profite pendant qu'il n'est pas là pour se montrer un peu plus et rentrer des shoots importants en étant un peu moins gêné défensivement. Et donc Brooklyn prend le meilleur départ sur ce match-là. Malgré tout, Chicago réagit. Il y a quand même Luol Deng, Bellinelli, Jimmy Butler qui rentrent de gros paniers, notamment en fin de match pour essayer de revenir. Sauf qu'au bout d'un moment, la fatigue, voilà, il y a eu les 3 prolongations 2 jours avant. Kirk Henrik n'est pas là. Euh, et voilà, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et puis là, c'est Gerald Wallace qui rentre des shoots importants en fin de match pour voilà, notamment un 3 points dans le corner. Derrière, il intercepte la balle, il part claquer un dunk avec la faute. Enfin bref, voilà, à l'énergie, Brooklyn va faire la différence sur la fin de match et s'imposer pour revenir à 3-2 dans la série. Euh, Bon, ils vont quand même s'imposer de 19 points. Ils auront sur la fin de match surtout parce que ce sera quand même serré jusqu'à à peu près milieu du quatrième quart-temps. Et puis après, ils vont faire un run tellement fort que les Bulls vont un petit peu lâcher l'affaire avec la fatigue aussi qui n'aide pas. Et donc, ça offre un match 6 à Chicago. Un match 6 que les Bulls vont quand même débuter avec beaucoup d'énergie. Et encore une fois, beaucoup de gros shoots de part et d'autre. Euh, et le problème, c'est qu'il va y avoir quelques joueurs qui n'auront pas supporté le trip à Brooklyn pour le match 5 et qui reviennent à Chicago en étant extrêmement malades avec de grosses grippes. Et notamment donc Luol Deng qui ne va pas jouer le match 6 pardon, qui est très grippé et qui va passer la nuit à l'hôpital, on va y revenir. Et Taj Gibson et Nate Robinson, extrêmement grippés aussi, eux vont jouer, mais extrêmement affaiblis et amoindris, hein, parce que voilà, on sait que les grippes, hein, ça te pompe énormément d'énergie, tu dors pas très bien, tu es tout le temps en train de transpirer, tu es tout le temps. Faut toujours se déshydrater parce que c'est compliqué. Et notamment Nate Robinson qui, pendant les temps morts, il part vomir dans son coin et puis il revient sur le banc boire un coup avant de repartir sur le parquet. Enfin, voilà, les Bulls sont extrêmement diminués sur ce match 6 et ça va malheureusement se traduire par beaucoup de difficultés pour rester dans le match, avec Deron Williams qui met les siens à 6 points d'avance à la mi-temps. Et puis après, plus le match va avancer et plus les Bulls vont avoir du mal à rester dans ce match, même si voilà, Bellinelli notamment, qui va quand même claquer 22 points, fait un petit peu ce qu'il peut pour maintenir les Bulls dans le match. Carlos Boozer qui signe un gros double-double, etc. Jimmy Butler qui va jouer les 48 minutes sur ce match-là, c'était déjà le cas au match d'avant aussi. Euh, mais malgré tout, Brooklyn va s'imposer dans ce match 6 euh, avec euh, une fin de match, voilà, encore une fois assez serrée.
où Joakim Noah prend un rebond offensif pour offrir une dernière chance à son équipe d'égaliser. Il n'y a que 3 points de retard à ce moment-là. Seulement, il avait le pied sur la ligne au moment où il récupère le rebond. Et du coup, ça se donne une nouvelle balle perdue. Et les Bulls vont finir par lâcher ce match-là. Mais grosse dépense d'énergie tout au long du match et qui n'aura pas été récompensée. Les Bulls s'inclinent de 3 points seulement. Mais ça offre un match 7 à Brooklyn à la maison. Et donc ils ont récupéré tout le momentum, parce qu'ils étaient menés 3-1 dans la série, maintenant il y a 3-3, il y a beaucoup de blessures et de fatigue du côté de Chicago. Et malgré tout, Tibbs est super confiant. Tibbs il rentre dans le vestiaire des Bulls après le match 6, et il dit bon les gars, on prend l'avion pour Brooklyn, mais moi je serai vous, j'emmènerai des shorts, parce que tout de suite après on va à Miami. Et là, tout le vestiaire s'est dit putain, c'est comme ça qu'il faut aborder le truc, et ça les a vraiment remontés à bloc, parce que voilà, le vainqueur de la série joue ensuite Miami, qui eux ont réussi un sweep au premier tour. Donc pendant ce temps-là, pendant que Bulls et les Nets s'affrontent sur 7 matchs, eux ils sont en train de se rouler les pouces, comme ça ils attendent tranquille. Euh, donc le match 7 a lieu un vendredi soir à Brooklyn, avec Luol Deng qui lui reste à Chicago et qui va passer la nuit du match 6 et ensuite la journée d'après à l'hôpital, parce que alors lui le pauvre il a eu comme il a eu une grippe un peu plus importante que les deux autres, ils l'ont emmené à l'hôpital où il a passé des examens. Seulement il y a un examen qui s'est avéré mal fait par le médecin qui s'en est occupé. En gros, ils lui ont fait une piqûre dans la colonne vertébrale. Seulement, ça a été mal fait, et ça a occasionné une petite fissure. Il y a du liquide qui s'écoulait de cette fissure dans la colonne vertébrale, donc le liquide qui circule dans le corps, etc. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais toujours est-il que à cause de cette petite fissure que ça lui a occasionné dans la colonne vertébrale, il a perdu ce liquide qui s'en allait, et ça a créé plein de soucis, et ce qui fait qu'au final il a failli y passer sur son lit d'hôpital. Lui Holden, quand même, c'est quand même assez hallucinant ce qui s'est passé à ce moment-là pour lui. Il a quand même failli y passer, et il a perdu presque 10 kilos en quelques jours, parce qu'il mangeait plus, il avait plus de force, il avait des maux de tête monstrueux, il arrêtait pas de vomir, etc. Enfin bref, ça a été extrêmement compliqué pour lui, pendant que les Bulls, eux, donc vont à Brooklyn pour le match 7 un vendredi soir. Et malgré tout ça, malgré les joueurs malades, les joueurs absents, les joueurs blessés, donc Luol Deng n'est pas là, Kirk Henrik n'est pas là, Rip Hamilton n'est pas là, Derrick Rose n'est pas là, Butler a joué 48 minutes le match d'avant. Bref, il y a la fatigue, il y a les blessures, mais malgré tout, sur ce match 7, les Bulls vont sortir un match absolument extraordinaire. Joakim Noah en chef de file, comme d'habitude, un leader exceptionnel. 5 rebonds offensifs dès le premier quart-temps, il est sur tous les ballons, il sort une prestation mais absolument exceptionnelle. Il va terminer ce match-là avec 24 points, 14 rebonds, dont 7 rebonds offensifs et 6 contre. Tout le long du match, il aura fait la misère à Brooklyn. Bellinelli va rentrer des shoots monstrueux tout au long de la soirée. Nate Robinson va également faire le show. Et au final, les Bulls, avec de gros hustle play, vont finir par s'imposer sur le parquet de Brooklyn au match 7 et se qualifier pour le tour suivant, 99-93. Et c'est la seule fois dans l'histoire de la franchise que les Bulls remportent un match 7 à l'extérieur. C'est la seule fois dans leur histoire. Ça ne s'est pas fait depuis, ça n'avait jamais été fait avant. Donc c'est quand même une série, un match qui conclut une série assez exceptionnelle de la part des Bulls, qui donc battent Brooklyn le vendredi soir et s'envolent pour Miami pour affronter le Heat dès le dimanche après-midi, pour le début du deuxième tour des playoffs. À ce moment-là, LeBron James reçoit son trophée de MVP de la saison régulière juste avant le match. Et le truc, c'est que ça fait 10 jours que Miami n'a pas joué, parce qu'eux, ils ont réussi un sweep au premier tour, ils sont tranquilles. Les Bulls, eux, pendant ce temps-là, il leur a fallu 7 matchs pour battre Brooklyn. Mais bon, voilà, portés par l'euphorie, c'est eux qui vont faire le meilleur début, pendant que Miami va être un peu rouillé, va avoir du mal à, à régler la mire, à avoir de l'adresse. C'est simple, Miami va shooter à 26% au premier quart-temps dans ce match-là. Euh,
et va avoir beaucoup de mal à vraiment trouver son rythme. Ça viendra au fur et à mesure du match avec Dwayne Wade, avec Mike Miller qui rentre des shoots importants et qui est toujours un joueur précieux en sortie de banc. Et même à la mi-temps, le score est de 37-37, quoi. C'est dire le low scoring game, quoi. Les deux équipes ont beaucoup de difficultés. Une parce que voilà, il y a la fatigue et les blessures, et les autres parce que bah, ils sont pas encore dans le rythme, ils ont du mal à vraiment se mettre en jambes. LeBron James, à ce moment-là, il a inscrit seulement 2 points, et donc quand la deuxième mi-temps démarre, il est un peu plus agressif, il attaque le cercle, il provoque des lancers francs, etc. Il est un peu plus solide au scoring. Mais voilà, les Bulls réagissent, ça continue de se chambrer avec Noah, donc Noah répond avec quelques dunks et des hustle plays. Euh, et même quand LeBron James va réussir 2 and 1 à la suite, dont un où Jimmy Butler lui arrache le bras, mais il marque quand même, où tu as l'impression qu'il est intenable et que tu peux pas l'arrêter quoi que tu fasses. Malgré tout, voilà, Chicago reste dans ce match-là. Bellinelli rentre encore des shoots extrêmement clutch en fin de match, avec notamment 2 paniers à 3 points. Butler met un panier à 3 points également. Nate Robinson met un shoot tête de raquette qui met les Bulls devant à 1 minute 20 de la fin de ce match. Et finalement, grosse surprise sur ce match-là, les Bulls à l'énergie, sur l'euphorie du moment, euh, s'imposent sur le parquet de Miami et remportent donc le premier match de la série. Donc en l'espace de un peu moins de 48 heures, les Bulls gagnent un match 7 à Brooklyn et gagnent le match 1 à Miami derrière. Donc là, c'est vrai que sur ces 3 jours-là, du vendredi au dimanche, c'était l'euphorie complète. Le problème, c'est que bah, la débauche d'énergie que ça a occasionné, ça va finir de puiser dans les réserves. Là, les Bulls ne vont plus avoir grand-chose derrière pour répliquer, parce que maintenant Miami bah, a repris un peu de rythme et d'énergie. Donc dès le match 2, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Euh, dès le match 2, voilà, avec euh, beaucoup plus de tension aussi. Euh, Notamment, dès le premier quart-temps, il y a l'arbitre qui siffle une faute. LeBron James a la balle dans les mains. Noah essaie de lui prendre. Donc les deux commencent à se bousculer, à se chambrer. Ils se prennent une technique tous les deux. Nate Robinson va prendre une technique aussi. Enfin bref, voilà, ça va devenir de plus en plus tendu. Et puis les Bulls, en plus, voilà, quand t'es fatigué, tu t'énerves plus vite aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion des émotions, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, et, et, et Miami en profite et torpille Chicago totalement sur ce match 2. Il y a tout simplement pas photo. La deuxième mi-temps, c'est une démonstration. Miami gagne la deuxième mi-temps 60-37 pour finalement s'imposer à 115-78. Donc un match à sens unique. À ce moment-là, là tu sens que Miami a repris totalement le dessus parce que Chicago n'y est pas du tout. Noah et Taj Gibson vont être expulsés coup sur coup parce que pareil, ils contestent des choix des arbitres qui sont contestables en plus. Donc voilà. Mais enfin bref, sur ce match-là où tu perds d'une telle hauteur, ça signifie pas grand-chose. Toujours est-il qu'il y a un partout avant que la série revienne à Chicago pour un match 3 qui là encore va être extrêmement tendu, où il y aura une technique au bout de 20 secondes de jeu, parce que dès la première attaque du cercle de Dwayne Wade, Bellinelli le retient au sol et lui arrache le bras pour l'empêcher de marquer. Wade le bouscule et derrière ça commence un petit peu à se chauffer, et il y a des techniques qui partent un petit peu dans tous les sens. Euh, Dans ce match-là aussi, il y a enfin, c'est pareil, voilà, il y a Joakim Noah qui se prend la tête avec Chris Anderson, avec LeBron James. Et il y a aussi dans ce fameux match où il y a l'énorme bousculade entre LeBron James et Nasri Mohamed, où, où LeBron James part en contre-attaque, Nasri Mohamed non, c'est LeBron James qui part en attaque, et Nasri Mohamed le bloque, fait faute, et LeBron James prend une technique, et derrière, enfin, LeBron James est au sol. Allez, je vais la refaire. C'est LeBron James qui provoque un passage en force et se retrouve au sol. Et quand il se relève, ah non, mais non, j'ai du mal. Allez, oh, on la refait, coupé, hop, on la refait. Allez, Nasri Mohamed qui provoque le passage en faute de LeBron James, voilà. Et il se retrouve au sol, parce que LeBron James tellement tanké, voilà, LeBron James se retrouve au sol. Nasri Mohamed, je vais y arriver. Nasri Mohamed se retrouve au sol, il se lève,
et bouscule LeBron James comme ça. LeBron James s'était tourné vers l'arbitre parce qu'il avait pris parce qu'il s'était pris une technique, il est en train de contester, il voit pas que Mohamed se relève et le bouscule. Alors là, bon, pareil, expulsé direct, on n'était même pas à la mi-temps de ce match-là. Donc bref, extrêmement tendu. Ça y est, j'ai réussi à la placer quand même. Euh, Extrêmement tendu dans ce match-là et malgré tout ça, il y a 70-70 après trois quarts temps, ça reste un match extrêmement serré, mais voilà, beaucoup de tension, beaucoup de difficultés des deux côtés pour garder ses nerfs et son calme. Euh, et puis au final, c'est Chris Bosh et Mario Chalmers qui vont mettre des bons paniers en fin de match pour assurer l'essentiel, et LeBron James va également faire la différence avec quelques paniers près du cercle, avec sa puissance en pénétration. Et puis les Bulls vont louper énormément de lancers, et ça c'est un signe, quand tu es fatigué, tu loupes énormément de lancers francs, t'as plus la même... quand t'as plus autant d'énergie, t'es plus autant focalisé, t'as plus la même attention, etc. Et voilà, l'adresse au lancer franc, dans ces moments-là, c'est critique. Et les Bulls ont loupé énormément de lancers sur ce match-là, et donc ils s'inclinent en inscrivant seulement 9 points dans le troisième quart-temps, ce qui est un record de nullité de la part des Bulls en playoff, et en shootant aussi à 25% seulement sur l'ensemble du match. Donc c'est quand même assez tristoun Non, ça c'est le match 4, putain, je vais pas y arriver. Donc ça c'est dans le match 4 que les Bulls, avec plus d'énergie du tout, vont shooter à 25%, 25,7% sur l'ensemble du match. Et, et seulement donc 9 points au troisième quart-temps, dans un match où Miami, voilà, va continuer à afficher toute sa supériorité, toute sa puissance, et s'imposer 88-65 pour mener 3-1 dans la série, et ensuite terminer tout simplement la série sur le match 5, euh, de retour à Miami. Mais là les Bulls n'ont vraiment plus rien dans le moteur, les mecs sont cramés, il n'y a absolument plus de résistance, même si les Bulls mènent de 6 points à la pause dans ce match-là, dans ce match 5, avec un Carlos Boozer extrêmement combatif, extrêmement précieux. C'est un de ses meilleurs matchs, alors que bah, ça sert pratiquement plus à rien. C'est un petit peu toujours comme ça avec Boozer. Il score quand ça sert pas à grand-chose, mais quand on l'attend dans les matchs importants, il est plus là. Et donc, les Bulls vont finir par lâcher prise au fur et à mesure. Et même si au final ils vont s'incliner seulement de 3 points, donc il y aura quand même des scores serrés dans la série, et soit les scores étaient très serrés, soit les scores étaient très larges. Mais au final, les Bulls vont quand même s'incliner 94-91 sur ce match 5, avec encore un LeBron James monstrueux, et des Bulls qui étaient beaucoup trop diminués, qui de toute façon n'étaient pas favoris sur cette série. C'était déjà très bien qu'ils prennent le match 1, mais voilà, il y avait plus rien dans le moteur, il y avait plus d'énergie, il y avait plus de puissance, les mecs étaient totalement crevés, il y avait trop de fatigue, trop de blessures, parce que voilà, pendant ce temps-là, en plus d'Eric Rose, lui il est sur le banc, il bouge pas, pendant que les mecs ils se déchirent, ils donnent absolument tout ce qu'ils ont. Donc les Bulls auront quand même combattu, ils auront absolument tout donné, il y a rien à leur reprocher. C'est peut-être une des dernières saisons vraiment kiffantes de la part des Bulls, où tu te dis les mecs ils se sont donnés à fond, tu peux en être fier de cette équipe, parce que voilà, ils ont tout donné, ils se sont arrachés, ils se sont battus, et au final, bah, ça se termine un petit peu en eau de boudin, parce que voilà, il y a eu toutes les tensions au cours de la saison qui vont encore plus éclater pendant l'été. Donc on va en parler dans la vidéo suivante. Mais c'est vrai que ça va être encore une fois un été très compliqué à gérer du côté de Chicago. Donc voilà, j'ai un peu bafouillé par-ci par-là, mais voilà, j'ai quand même réussi à placer cette vidéo. Donc en attendant la suite, bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis, à mettre des petits likes, des commentaires, etc. Dites ce que vous en pensez, et puis bah, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, go Bulls!